Bonjour Emmanuel Grégoire. Bonjour. On va naturellement largement parler des municipales à Paris, mais juste avant, un mot de ce qui se joue en ce moment en Iran. Hier, Sébastien Lecornu a réuni toutes les formations politiques. Assurer la défense sans entrer dans le conflit, c'est la ligne de la France prônée par Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, c'est le bon équilibre ? Oui, d'abord, on n'a pas été informé de ce conflit préalablement. C'est ce que le Premier ministre a dit hier. La France n'a pas à participer à ce conflit qui est en dehors du cadre légal. Je n'aurais pas une larme pour le régime des mollahs. Ce sont des dictateurs et le peuple iranien doit recouvrer sa liberté. Mais évidemment, l'incertitude géopolitique a de graves conséquences pour l'économie réelle et je pense en particulier au pouvoir d'achat des Français et des Parisiens. Les Parisiens et les Français qui se ruent désormais dans les stations-service où le prix du carburant flambe. Le patron des socialistes, Olivier Faure, demande au gouvernement un chèque énergie pour les ménages les plus modestes. La France a les caisses vides. Est-ce que ce n'est pas totalement démagogique ? Non, parce qu'il faut bien aider ceux qui sont en fin de course. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, aujourd'hui, vont devoir sacrifier leur budget d'alimentation à cause de l'augmentation du pétrole. Et je le dis aussi à cause de l'augmentation du gaz demain. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup à Paris, c'est l'augmentation des prix du gaz. Et donc, je pense qu'il faut prendre des mesures. J'ai compris que le ministre de l'Économie et des Finances va le faire sur la régulation des tarifs et des marges, mais il faut aussi le faire à travers un coup de pouce aux ménages les plus modestes. Vous êtes candidat de l'Union de la gauche à Paris, justement face à ces hausses des prix. Est-ce que vous comptez proposer une aide directe, une subvention, une réduction de prêt à la pompe, un remboursement partiel pour les Parisiens ? C'est pas du tout le rôle des communes et honnêtement, nous n'en avons pas les moyens. Mais en revanche, je veux dire quelque chose, ça prouve cette crise, à nouveau, vraiment c'est pas la première, que notre dépendance aux énergies fossiles est un problème structurel de nos pays. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz. À chaque fois qu'il y a une guerre ou un terrain d'affrontement ou de la spéculation, nous sommes sous la menace directe des augmentations de tarifs. Et donc tout ce qui peut concourir à nous sortir de notre dépendance aux énergies fossiles doit être embarqué. C'est évidemment la transition vers l'électrification du parc, c'est l'utilisation des énergies renouvelables. Quand on plaide un discours de l'écologie, c'est aussi un discours de souveraineté et un discours notamment attentif aux classes populaires. Selon le dernier sondage ELAB, vous faites la course en tête à Paris avec 32%, devant la républicaine Rachida Dati qui pointe elle à 26%. Sauf qu'au second tour, tous les sondages donnent l'insoumise Sophia Chikirou qualifiable. Vous avez déjà dit non à l'Union. Est-ce que ça veut dire que vous assumez de perdre éventuellement la mairie de Paris par division ? Non, le sujet, c'est pas de division. Le sujet, c'est de la cohérence d'un projet municipal. Nous avons fait l'union dès le premier tour. Et donc aujourd'hui, c'est un travail de conviction. Et je veux dire aux électeurs de gauche que s'ils veulent que Paris reste à gauche, il y a un vote efficace, c'est celui pour notre union. C'est celui pour le bulletin de vote Emmanuel Grégoire. Et donc on verra dimanche soir, mais j'ai été très clair sur les alliances. Je ne change pas d'avis tous les matins, parce que la politique, c'est d'abord de la cohérence sur un programme d'action municipal. On a une vision partagée, on a construit cette union, et je pense qu'elle va gagner. Rachida Dati, elle a quand même pour elle sa notoriété. Depuis 2020, elle s'est vraiment construite. Elle est devenue l'opposante numéro 1 à Anne Hidalgo, la maire de Paris. Elle a été plusieurs fois ministre. Vous, les Parisiens, alors que vous avez été, vous aussi, longtemps premier adjoint d'Anne Hidalgo, vous connaissez peut-être moins. Est-ce que vous pensez que c'est un écueil ? Non, je pense que c'est... Rachida Dati, tout le monde la connaît. Moi, je gagne à être connu. Et donc, ça a été l'objet de la campagne. J'ai fait énormément de terrain. C'est des centaines de réunions publiques. J'ai rencontré des dizaines de milliers de Parisiens. Les expressions médiatiques sont aussi l'occasion pour moi de faire découvrir notre projet. Et puis, moi, j'ai une conviction intime, c'est qu'une élection municipale, c'est pas seulement une élection individuelle. C'est une élection de liste, c'est une élection d'équipe. On a les maires d'arrondissement, on a nos équipes sur le terrain. On a compensé mon manque de notoriété, notre manque de notoriété, par un travail de fourmi, de terrain, de disponibilité auprès des Parisiens. Et les Parisiennes et les Parisiens ont une particularité, c'est qu'ils ont toujours déjoué les pronostics. En l'occurrence, se sont toujours plutôt refusés à ceux qui arrivaient avec une notoriété très forte. Et comment on fait quand on est premier adjoint d'Anne Hidalgo jusqu'en juillet 2024, finalement pour ne pas être comptable du bilan ou de tout le bilan? Est-ce que d'ailleurs vous revendiquez une partie de ce bilan? Oui, d'abord, il y a une partie dont je suis très fier, mais c'est aussi ma singularité, c'est que je n'étais pas maire. Et donc on a chacun nos caractères. Anne Hidalgo, elle n'était pas pareille que Bertrand Delanoë. Et donc
j'ai aussi ma singularité. Mon axe principal, ou ma différence principale, c'est celui de l'hyper-proximité. C'est la disponibilité pour être sur le terrain, pour m'occuper du quotidien des Parisiennes et des Parisiens, dont je ressens une demande en matière de tranquillité publique, en matière d'attention à l'espace public, en matière d'attention aux plus fragiles. Ma marque à moi, c'est l'hyper-proximité. Je connais cette ville par cœur. C'est aussi, je le crois, un avantage que j'ai par rapport à beaucoup de mes concurrents. Et donc, voilà, maintenant, on a fait ce travail de conviction. J'espère que les Parisiennes et les Parisiens nous donneront leur confiance dimanche. Dans son bilan, il y a aussi ce qui se passe en ce moment, ce qu'on découvre en ce moment, ce scandale des agressions sexuelles dans le périscolaire, avec des dizaines d'agressions sexuelles présumées sur des enfants, 30 animateurs suspendus en 2025. Alors, vous assurez n'en avoir rien su. On peut aussi vous rétorquer que vous étiez premier adjoint et que les faits semblent suffisamment graves pour que ça remonte au plus haut niveau. Alors, pardon, d'abord, toutes les affaires que vous évoquez, je ne suis plus à la mairie depuis presque 2 ans maintenant. Donc, toutes les affaires dont on parle là, je ne suis plus en charge et je n'ai jamais été en charge de ce sujet. Moi, je veux dire d'abord ma compassion pour les victimes et les familles. Ce qui s'est passé est intolérable. Il y aura des ruptures majeures. On va tout revoir de fond en comble. Et quand je serai élu maire, ce sera le premier dossier dont je vais me saisir. C'est un sujet qui me parle à titre personnel énormément. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la protection de l'enfance, etc. Ce que j'ai vu remonter ces dernières semaines est insupportable, n'est pas acceptable et donc sera revu de fond en comble. Parce que quand on voit qu'un animateur visé par 3 plaintes pour viol aurait été recadré, donc à l'époque il était dans une école du 7e arrondissement, oui, recadré par la municipalité, mais néanmoins déplacé dans un autre établissement du 15e arrondissement, est-ce qu'il n'y a pas eu une énorme faillite du système ? Alors d'abord, quand il y a des enfants qui potentiellement sont violés, c'est une énorme faillite du système. Toute personne qui pense le contraire ou qui dit le contraire est dans le faux. Moi, je ne connais pas ce cas particulier, si ce n'est ce qui m'en est remonté, y compris parce que j'ai rencontré les parents. Il a été déplacé pas du tout sur motif de suspicion de violence sexuelle. Et on a un sujet de prévention de la pédocriminalité, je le sais intimement. Et donc, c'est que les procédures ne vont pas. Il va falloir revoir tout de fond en comble. Et que chaque cas qui s'est produit, d'abord veiller à ce qu'il y ait une accélération des enquêtes, parce que c'est insoutenable pour les parents et pour les victimes de ces situations. On va utiliser chacun de ces cas pour clarifier les procédures, revoir tout complètement. On va faire du contrôle externe, on va charger des gens de venir contrôler tout cela. Nous le devons aux familles, aux enfants et aussi aux professionnels qui, eux, pour beaucoup, font correctement leur travail. Sophia Chikirou réclame depuis décembre une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça, c'est un sujet de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale souhaite s'en saisir. Moi, je pense qu'il y a déjà une enquête sur la question des violences faites aux enfants de ma collègue socialiste Isabelle Santiago, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Si l'Assemblée nationale estime qu'il y a un nouveau sujet à se saisir, qui ne concerne pas que Paris, hein, d'ailleurs, à dire vrai, parce qu'on parle beaucoup de Paris pour des raisons de médiatisation, mais il y a beaucoup d'autres endroits qui sont concernés. Tout ce qui peut permettre à la société de prendre la mesure de ce qu'est l'enjeu de la protection de l'enfance et de l'omerta systémique qu'il y a est bon à prendre. Et donc, je laisserai l'Assemblée en décider. Le bilan d'Anne Hidalgo, c'est aussi la dette, soit environ 10 milliards. Comment est-ce que vous comptez à la fois la résorber et puis continuer d'investir ? Mais il faut continuer d'investir. Il n'y a pas besoin de résorber la dette de Paris. Paris n'a pas de problème de dette. Ça, c'est l'argument des gens qui ne veulent pas utiliser l'investissement pour des politiques de redistribution. Nous menons des politiques de gauche. La question, c'est d'avoir une dette raisonnable et maîtrisée. Elle est raisonnable et elle est maîtrisée. Voilà. Ça a été utilisé pour investir au bénéfice de tout le monde. La ville de Paris, elle n'a jamais été en déficit. Chaque euro de dette a été consacré à de l'investissement. Ce procès sur la gestion de la ville de Paris, c'est le procès des gens qui ne veulent pas qu'on utilise les politiques publiques en faveur des plus vulnérables, en faveur de l'investissement. Il faut juste veiller à ce que ce soit fait avec responsabilité et de façon maîtrisée, comme chaque ménage peut le faire quand il contracte des emprunts. J'y veillerai de façon extrêmement rigoureuse. Ce soir, c'est votre dernier grand meeting. Oui. Ça va se passer au Cirque d'Hiver. Si vous aviez juste un message à adresser aux Parisiens, ce serait lequel ?
ce serait d'abord de vous mobiliser, parce que c'est un enjeu démocratique majeur. On voit que dans le moment de tension internationale, la tension municipale n'a pas été aussi intense qu'on l'aurait tous sans doute souhaité sur le plan démocratique. Vous redoutez un impact sur la mobilisation ? En tout cas, on va en faire en sorte, c'est pour ça que je passe le message, qu'il faut aller voter pour vos maires, dans quelle soit la commune dans laquelle vous habitez, parce que c'est un enjeu majeur. C'est la question, du pouvoir d'achat, la question de la transition écologique, la question de la protection des plus vulnérables. C'est aussi un modèle de société, de vivre ensemble que nous souhaitons protéger. On a en face le risque d'une alliance de la droite extrême et de l'extrême droite. Je crois que ça menacerait profondément ce qu'est Paris dans l'imaginaire, ce qu'elle est symboliquement dans l'histoire, une ville refuge, une ville cosmopolite. Donc je dis aux Parisiennes et aux Parisiens, venez protéger Paris dimanche en votant.